Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, consacré cette semaine à une question politique et une question de société, l'accueil des jeunes migrants, ces mineurs isolés qui sont chaque jour plus nombreux. C'est le cas notamment dans le département de Loire-Atlantique. Bon, s'il faut resetter à chaque fois, là, on va pas... Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, consacré cette semaine à une question politique, une question de... Excusez-moi, là du coup, c'est moi qui... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, consacré cette semaine à une question politique, à une question de société, l'accueil des jeunes migrants, ces mineurs isolés qui sont chaque jour plus nombreux. C'est le cas notamment en Loire-Atlantique, 3e département de France, après Paris, la Seine-Saint-Denis, le Nord, à accueillir ces mineurs. Près de 1300 qui sont arrivés depuis le début de l'année. C'est presque autant que dans les 4 autres départements de la région. Qui sont-ils? Quelle prise en charge? Pour en débattre, 2 invités confrontés à cette réalité. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Fabienne Padovani, vous êtes la vice-présidente du Conseil départemental de Loire-Atlantique et vous êtes en charge de la protection de l'enfance. Julien Long, vous êtes universitaire et vous êtes militant associatif pour l'accueil de ces migrants. Vous écrivez d'ailleurs une thèse sur les migrations des populations, vous allez nous en parler. Vous êtes aussi souvent mobilisé dans les manifestations à Nantes en faveur de ces mineurs isolés, mobilisation pour réclamer des solutions durables, souvent pour ces mineurs, et pour rendre visibles ces centaines de jeunes, mineurs ou non, qui vivent aujourd'hui dans des squats en Loire-Atlantique comme dans les autres départements. Pour commencer,
pour savoir de quoi on parle. Vraiment, on va faire de la pédagogie, si vous voulez bien. Fabienne Padovani, c'est quoi un mineur isolé étranger ou ce qu'on appelle un mineur non accompagné? Qu'est-ce qu'il y a sous ce statut? Un mineur non accompagné, c'est un mineur c'est une personne qui se dit mineur seul sur le territoire français. Les départements, de par la loi, de par la protection de l'enfance, leur doivent protection. Donc le premier aspect, c'est le recueil. Et puis ensuite, dans le cadre de la loi de la circulaire Taubira, il y a ce qu'on appelle la mise en place d'une évaluation pour s'assurer de ce que ce jeune soit bien mineur ou ne soit pas reconnu mineur. Alors on va revenir après sur l'évaluation. Ça veut dire qu'il répond aux droits des étrangers? On l'accueille parce qu'il est mineur, pas parce qu'il est étranger. C'est pour ça que c'est... Tout mineur se présentant au département, se disant en difficulté, voulant être recueilli, est mis à l'abri dans un premier temps. C'est la mise à l'abri. Et après la mise à l'abri, c'est l'examen de sa situation. C'est-à-dire que s'il n'est pas mineur, il ne passe pas par le département. Ça n'est plus votre rôle. Non, c'est le rôle de l'État, l'accueil des migrants. Alors on va parler de ces jeunes, de leur parcours. Arrivés en France, ils ont souvent eu des parcours difficiles, voire violents, douloureux. On va en écouter quelques-uns et on en reparle après. Je suis arrivé en Libye avec ma maman, on nous a kidnappés. On m'a vendu à 400 €. J'ai commencé à faire les travaux forcés, aller dans les chantiers, creuser des fosses, tout ça. C'est ce que j'ai un peu vécu là-bas. La Côte d'Ivoire, la France. Bon, j'ai été durant en Libye, après l'Italie. Je ne sais pas en tout, ça fait combien de temps juste. Mais en tout cas, ça a pris du temps. Ça a pris du temps et est-ce que ça a été compliqué pour passer les frontières? Oui, très compliqué. Après, je me suis rendu compte que c'était une arnaque. Une arnaque? Oui. Qui t'a coûté des sous? Ouais, qui a coûté mes sous. Mes parents, ils ont tout donné. Ma maman, elle a vendu sa boutique et tout. Et bon, voilà. Il m'a fait venir et il a brisé mon espoir. Donc on en a marre de rester à l'hôtel, passer toute la journée couché. Et puis, c'est pas pour ça qu'on est venu. On a envie de faire quelque chose aussi. Voilà. Vous avez envie de faire quoi? Aller à l'école, apprendre un métier, pour mieux vivre, quoi. Partout là où on part, on dit ça en attente, ça en attente. Donc on est couché, on ne fait rien sauf à dormir. Donc c'est une autre forme de prison. Je suis dans un lycée. Donc la journée, je me retrouve à l'école avec des camarades et tout. On essaie d'oublier ce qui se passe. Mais le soir, on retourne à la maison. On peut dire on est dans la rue parce que là où on vit, on meurt de froid. On est dans un garage abandonné. Avant d'arriver ici, moi j'étais dans la rue. Je dormais derrière la gare de Nantes. Parfois je dormais à bouffer dans la rue. Moi j'ai jamais été hébergé. Julien Long, vous les recueillez depuis un petit moment, les témoignages de ces jeunes. Ils sont très traumatisés, ils ont vécu des choses extrêmement difficiles. Tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, le déplacement, la migration est une violence de tous les instants. Traverser, comme ils le font, les différentes frontières, leur vaut vraiment des grandes difficultés, parce que c'est ça au début, la première difficulté, ce sont les frontières, c'est la politique des frontières, c'est le fait qu'aujourd'hui des États-nations érigent des frontières pour éviter que ces populations, notamment au sud de la Méditerranée, puissent rejoindre l'Europe forteresse. Et c'est ça en fait la plus grande difficulté, c'est que ce sont des difficultés qui sont faites par des politiques publiques et qui vont propulser ces jeunes dans des moments très difficiles. Et quand ils arrivent à Nantes ou dans une grande ville, ils ont l'impression que ça y est, c'est le plus difficile est fait? Je pense qu'ils sont obligés de garder un espoir. Ils ont vécu tellement de choses qu'aujourd'hui, ils doivent se dire oui, j'aimerais beaucoup que ça soit fait, parce que c'est ça la grande difficulté aussi, c'est que ces jeunes-là, ils veulent rester ici. Ils veulent construire une vie ici pour pouvoir avoir la chance d'obtenir une vie qui serait meilleure que celle qu'ils auraient pu obtenir dans leur pays d'origine. Donc évidemment, ici, quand ils arrivent, ils espèrent vraiment s'ancrer sur le territoire, être un Nantais, une Nantaise, et puis rester ici à vivre, à apporter quelque chose, parce que c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Fabienne Padovani, quand un jeune arrive, il dit « je suis mineur isolé ». Vous avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on évalue. Comment ça s'évalue ? C'est évalué par le département. C'est une responsabilité du département. L'évaluation, elle se fait... Concrètement, ça se passe comment? Un jeune qui arrive, qui dit « je suis mineur », il y a un je suis non travailleur accompagné. social, une traduction, appel à la traduction, lorsqu'il ne parle pas le français, puis même une traduction, un appel à traducteur, un ethnologue. Il peut y avoir un juriste, voilà, et c'est une évaluation qui est faite. Donc l'évaluation, elle peut être en 2 temps.
Elle peut être le premier, l'accueil, et puis un second temps ensuite pour l'évaluation. Et puis certains, eh bien, dès le premier jour, l'évaluation, ils sont reconnus majeurs aux premiers échanges avec eux autour de leur récit et de leur parcours de migration. Et là, c'est uniquement sur la base de leur témoignage que ça se passe, cette évaluation. Récit de parcours. Et puis l'autre partie, c'est bien évidemment l'examen des papiers quand ils en ont. Et cette partie-là, c'est ce qui fait parfois que ça met du temps, l'évaluation. Un des jeunes hommes parlait que c'était long à l'hôtel. Je pense que c'est un jeune homme qui est en évaluation et qui attend parce qu'il doit y avoir un examen de ses papiers. Cet examen est réalisé par la police de l'air et des frontières. C'est absolument pas l'état civil, la reconnaissance d'état civil, une compétence des départements. Donc, on attend que la police de l'air et des frontières nous donne ses conclusions. Et après, voilà, on regroupe l'avis de la police de l'air et des frontières, l'évaluation sociale. Et en fonction des résultats, ils sont reconnus mineurs. S'il y a doute, on va au parquet. C'est le parquet qui prend des décisions. Alors, on va écouter sur ce sujet de l'évaluation le témoignage d'une bénévole de l'ACIMAD, l'Association pour le droit des réfugiés. Au bout d'une heure, donc c'est relativement rapide, on déclare que, au vu de leur récit de vie des parents qui leur restent dans leur pays, de leur trajet migratoire, on estime que c'est incohérent. Alors quelquefois l'apparence physique, une barbe, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ce qui ne paraît pas quand même anormal, laisse penser que vous êtes majeur. Voilà, en gros, on retrouve à peu près toujours les mêmes paroles en fait, c'est très stéréotypé. C'est très stéréotypé, Julien Long. Est-ce qu'il y a de la suspicion ? Est-ce que c'est la règle de dire suspicion autour d'une minorité ? Alors on est aujourd'hui dans une politique d'évaluation de suspicion qui est exactement la même pour les demandeurs d'asile. Et d'ailleurs, de nombreuses recherches ont été faites là-dessus, justement, sur ces dynamiques de suspicion qui commencent à se mettre en place et à s'institutionnaliser. Alors c'est le département, c'est une association qui fait cette évaluation pour le compte du département. Prenons cette première chose déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà une dérogation au droit commun, c'est-à-dire que l'ensemble des jeunes, des mineurs devraient être placés et entendus par le conseil départemental, sauf qu'il y a déjà une première catégorisation, c'est-à-dire que lorsqu'on est étranger, on passe par une association déléguée. On ne sait pas trop d'ailleurs le statut qu'elle obtient, c'est assez flou. Et c'est une association Saint-Benoît-Labre qui concentre aujourd'hui, elle est coopératrice pour évidemment les mineurs aujourd'hui, mais aussi pour les majeurs et pour les populations roms. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Alors ça se passe de toute façon comme ça dans tous les départements. On va laisser Fabienne Padovani répondre sur ce sujet. Vous déléguez un pouvoir qui est important. On a donné un agrément à Saint-Benoît-Labre, on s'est assuré. C'est le rôle du département. Voilà. Ce qui était sûr, c'est que le nombre et le flux, ils étaient 40 il y a 5 ans. On avait une quarantaine. Donc il y a 5 ans, ils pouvaient tout à fait arriver, comme l'ensemble des jeunes, au foyer de l'enfance, comme l'ensemble des jeunes issus de la protection de l'enfance. Là, on a 1270 jeunes sur l'année. C'est impossible d'avoir 1270 jeunes, des mineurs et aussi des majeurs. Il ne faut pas se mentir sur le sujet. Il y a des jeunes gens qui sont majeurs à l'eau, arrivés au foyer de l'enfance, parce qu'à côté, on a 5000 jeunes dans la protection de l'enfance, 1260 qui sont... Enfin, voilà. Donc l'idée était pour nous de bien séparer, effectivement, les flux de jeunes gens, où il y a des mineurs et des majeurs qui se mélangent, parce que dans le lot des jeunes gens qui nous arrivent, il y a des jeunes gens, et personne ne peut leur en vouloir, qui se disent mineurs, parce que c'est la seule solution, et c'est ce que monsieur a expliqué, pour pouvoir avoir une prise en charge digne. Donc on peut pas. C'est vrai qu'entre 17 ans, 3/4 et 18 ans et quelques jours, en même temps, la barrière, elle est difficile. Mais j'ai envie quand même aussi de reprendre des chiffres, parce qu'on parle ici, ça c'est une communication que vous faites beaucoup au conseil départemental. D'ailleurs, monsieur Grevalet, dans son indécence, a publié justement quelque chose. Donc les jeunes ont été expulsés. Le président du département. Bien sûr, excusez-moi. Ils ont été expulsés et il fait un communiqué pour dire il n'y a aucun jeune à la rue. Alors dans ces cas-là, pourquoi en 2007 Aucun mineur, bien sûr. En 2017, pourquoi sur que 66 jeunes qui sont passés devant un juge des enfants, 43 ont été replacés. Alors là, en ce moment, le conseil départemental ne fait plus appel, mais avant, il faisait appel. C'est-à-dire que la juge des enfants dit, d'accord, au vu du recours, parce qu'ils sont en recours, là, on dit qu'ils ne sont pas reconnus mineurs, mais moi, j'ai vu les évaluations. On l'a dit tout à l'heure aussi. Les évaluations se basent, tiens, t'as des belles chaussures, tiens, tu parles bien, on va te faire revenir pour faire répéter ton histoire. Le côté pluridisciplinaire est bien souvent pas appliqué, comme aussi la nécessité de prise en charge ou de mise à l'abri pendant cette période d'évaluation. C'est-à-dire qu'une évaluation, ça peut se faire en plusieurs temps, et in fine, quelqu'un qui a été rejeté peut finalement être évalué comme mineur au bout du processus. En fait, aujourd'hui, nous, on ne se bat pas, on se bat avec des jeunes qui ont le droit de faire recours à la décision de leur évaluation,
D'accord. Et donc c'est un droit. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas passés devant un juge des enfants, on doit faire marcher la suspicion de minorité. Parce que là on voit bien, ce sont des chiffres, c'est 43 qui ont été replacés par la juge des enfants après une période longue de traitement, parce qu'il faut faire un dossier, parce qu'il faut remonter ça, parce que le jeune doit justifier son identité. Il doit des fois aller chercher des papiers, rechercher des papiers authentiques, originaux, et à chaque fois de plus en plus c'est on le parcours demande du de combattant. plus. C'est un parcours du combattant. Alors, on va reprendre juste quelques chiffres. Vous parlez de chiffres. Grosso modo, 4 jeunes migrants sur 10 sont déclarés mineurs en Loire-Atlantique. Non. C'est ce que vous dites. Jeunes. 6 jeunes sur 10 C'est pas tout à fait pareil, déclarés, hein. oui, sont déclarés mineurs et ils sont seulement 2 sur 10 dans le département voisin du Morbihan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'uniformité, il n'y a pas. Chaque département fait comme il veut dans ce domaine. Et enfin, normalement, non. Il y a une loi qui est assez claire, hein, qui est la circulaire Taubira, puis dans le cadre de la loi Meunier. Et c'est justement pour ça que les départements demandent à ce que ce soit l'État qui fasse cette évaluation pour 2 choses. D'abord parce que pour une question d'équité dans le traitement sur le territoire français, parce que les choses sont extrêmement différentes d'un territoire et d'un département à l'autre. Et pour la deuxième chose, c'est pour les jeunes gens qui nous sont confiés, qui sont mineurs, dont on s'occupe pendant parfois 3 voire 2 ans. À la fin, les papiers qui ont été reconnus pour nous les confier en tant que mineurs ne suffisent pas derrière pour faire des papiers. Donc Ne on voit sont bien pas que le reconnus par département ne l'État. peut pas. Il faut effectivement Donc, que l'État. notre travail, c'est pas un chapeaute. travail d'OFPRA. Notre travail, c'est un travail social de mise à l'abri. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que L'OFPRA, l'État... c'est l'Office pour les réfugiés. Pour les réfugiés, excusez-moi pour l'acronyme. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'État fasse son travail en termes de politique migratoire, en termes de reconnaissance de l'état civil, de reconnaissance des papiers, et faire en sorte que les jeunes, après, qui sont confiés à la protection de l'enfance, puissent être des jeunes gens avec lesquels on travaille, et lesquels on travaille jusqu'à l'obtention d'une carte de séjour, parce que c'est leur souhait de rester en France. On va y revenir, on va revenir quand même sur les chiffres qui sont quand même exponentiels ces 5 dernières années. On le disait, très exactement 1260 jeunes, 70 jeunes arrivés en Loire-Atlantique depuis janvier l'année dernière. La moitié sont pris en charge, 226 toujours en attente d'évaluation. Aujourd'hui, ils sont 455 mineurs reconnus. C'est 11 fois plus qu'en 2012. Comment ça s'explique, cette explosion des chiffres, Fabienne Padovani? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Dans Pas-de-Calais, Paris, Seine-Saint-Denis, on peut trouver des explications, des aéroports, des circuits de migration. Ils arrivent comment ici, à Nantes? Ils arrivent souvent avec le parcours que monsieur a décrit. Ils arrivent dans un train Et ils arrivent via le train sur Nantes, souvent. C'est ce qu'ils nous racontent, c'est ce qu'ils nous disent. Alors, selon Médecins du Monde, il n'y a pas plus de migrants, le flux migratoire n'a pas augmenté. Il y a beaucoup plus de mineurs isolés dans ce flux migratoire. Vous avez réfléchi à la question, vous avez, vous, quelques éléments d'explication? Alors, j'ai pas réellement les éléments d'explication, mais c'est vrai, et puis d'ailleurs, ça fait un bout de temps déjà, c'est-à-dire que déjà, depuis 2015 à peu près, Europol, qui est l'instance de centralisation des différentes polices, a vu qu'il y avait 10 000 mineurs isolés étrangers qui avaient disparu en Europe. Et donc, de plus en plus, en fait, on a affaire à des nouvelles types de migration. Évidemment, ça change parce que aujourd'hui, le profil de la personne qui déplace, qui sort des frontières, elle change. Elle n'est plus le travailleur qu'on faisait venir. Elle est aujourd'hui vraiment une population jeune, parce que déjà, leur population de départ, est une population jeune. L'Afrique, par exemple, pour une grande partie d'entre eux, viennent de ce continent. L'Afrique a beaucoup de jeunes, justement. Et il y a une grande difficulté, c'est que la jeunesse de beaucoup de grandes métropoles mondiales vivent avec très peu, sont au chômage, n'ont pas beaucoup de perspectives. Et donc c'est ça forcément qui aujourd'hui, quand on est un jeune homme, qu'on est une jeune femme, qu'on est dans une ville où on n'a pas beaucoup de perspectives pour notre avenir et que pourtant on y croit et on a envie de faire quelque chose et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui nous bloque, et ben on se dit voilà, on va aller tenter l'expérience ailleurs. C'est pour ça que je crois qu'il y a un peu plus, et que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vivent des situations très difficiles entre les guerres, les crises, mais également la domination économique qu'ils subissent dans leur pays. Alors la conséquence pour le département, même si vous critiquez la prise en charge, c'est l'augmentation du budget qui est très important. Chaque jeune, ça coûte à peu près 50 000 € au département par an. L'État compense, mais à hauteur de à peine 10%. C'est difficile. C'est 16 millions d'euros le budget en 2017, 390 000 en 2012. Évidemment, on ne peut pas résumer ça à un budget. C'est difficile, mais sans rallonge de l'État, vous allez pouvoir faire quelque chose ou pas, Fabienne Padovani? Parce que, évidemment, si on met autant d'argent sur ce budget-là, ça veut dire qu'il y a d'autres compétences qui en pâtissent.
L'idée, c'est que les autres compétences n'en pâtissent pas. C'est aussi pour ça qu'on se bat et qu'on milite avec les départements de France pour que vraiment l'État assure sa part d'évaluation, puisque c'est cette période-là, en fait, qui est difficile et qui est compliquée. Non, puis qui n'est pas satisfaisante, parce que comme on ne maîtrise pas tout ce qui est autour de la reconnaissance des papiers et de l'état civil, on est en attente du retour de la police de l'air et des frontières. Donc ce n'est pas satisfaisant comme façon d'accueillir les jeunes gens. Vous dites aujourd'hui que l'accueil, il n'est pas bien, l'accueil qu'on réserve à ces gens-là ? Moi, de façon globale, je pense que l'accueil des migrants, en règle générale, n'est pas satisfaisant sur notre pays. Non, pour moi, ça c'est... Y compris dans le département de Loire-Atlantique. Y compris dans le département de Loire-Atlantique, mais pour la globalité des migrants. Le département, il assume sa part sur les mineurs non accompagnés. La difficulté qu'on a, finalement, la question n'est pas tant de savoir s'ils sont mineurs ou s'ils sont majeurs. Si une fois qu'ils n'étaient pas reconnus mineurs, pour les jeunes majeurs, il y avait un accueil de prévu, comme cela devrait être. Et ce n'est pas le cas. Il y a une dizaine de jours, des associations ont investi l'école des Beaux-Arts le temps d'un week-end avant d'être expulsées. La mairie de Nantes a demandé leur expulsion et proposé une dizaine de logements qui ne sont toujours pas à disposition, même si la maire de Nantes dit que ces logements existent et qu'elle les met à disposition des migrants et des jeunes mineurs. Faute d'hébergement, les migrants ont investi un château, propriété de l'université, et des salles de cours qui servent de dortoir, mais les étudiants y donnent aussi des cours. On voit bien que les squats, ça tourne dans une ville, à Nantes comme ailleurs, à peine fermés, ils sont rouverts ailleurs. Ce sont des mineurs isolés qui sont aussi dans ces squats. Là, il y a divergence entre vous deux. Oui, bien sûr, ce sont des mineurs isolés qui sont dans ces squats, ce font partie de ces jeunes qui ont été, dans le chiffre de tout à l'heure, replacés ensuite. Il y en a beaucoup qui sortent des squats pour ensuite être pris en charge, etc. Voilà. Je voulais juste revenir aussi, en lien avec le squat, c'est sur les coûts. C'est étonnant que des militants, des militantes, des Nantais et des Nantaises arrivent à prendre en charge, à peu près 300 aujourd'hui qui sont autour de nous, arrivent à prendre en charge pour presque rien. C'est étonnant de voir qu'il y a des bâtiments vides qui pourraient être placés pour les mettre en attente. Et moi j'aimerais bien savoir, et d'ailleurs quand j'ai rencontré M. Jumel, le responsable qui était de cette politique-là, on discutait de ça et je lui disais, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient ravies d'échanger leur expertise et les solutions qu'on a trouvées pour que ça coûte beaucoup moins cher. C'est sûr que pour moi, les hôtels n'est pas une solution de prise en charge efficace. C'est cher et voilà. Donc pour moi, il y aurait plein d'autres choses à faire, à revoir pour faire baisser ça. Vous êtes d'accord avec ça, Fabienne Padovani ? Les hôtels, c'est pas une solution, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ouvre des accueils dans l'ensemble du département, puisque derrière se pose la question aussi de la scolarisation de ces jeunes gens quand ils nous sont confiés. Vous dites, face à l'afflux, il va falloir ouvrir d'autres centres d'accueil ? Oui, il faut ouvrir d'autres centres d'accueil, mais à la différence d'un particulier, une collectivité... À Nantes, par exemple ? Pas forcément sur Nantes. Pourquoi sur Nantes ? Le département est grand. Et puis la question en plus qui se pose derrière, c'est pas l'accueil seulement, c'est aussi leur donner une scolarité, une éducation, ce qu'ils demandent. Et on peut pas tout concentrer sur la métropole nantaise, donc c'est pour ça qu'on a ouvert un accueil à Pontchâteau, à Clisson, à Ancenis, à venir au printemps à Guérande, à Châteaubriand, pour pouvoir trouver... On aménage le territoire. Voilà, sur l'aménagement du territoire, à défaut d'avoir un accueil global à l'échelle de la France, on va essayer à pour les de chaque mineurs département qui nous sont confiés, voilà, qui nous sont confiés sous notre responsabilité, leur permettre d'avoir un accueil avec une éducation derrière. Julien Long parlait des familles qui hébergent. Effectivement, c'est un collectif qui est solidaire, qui s'est mis en place en février dernier. Ils sont environ 300 familles aujourd'hui. Je vous propose de regarder cet exemple. C'est un reportage de Cathy Collin et de Daniel Lefloc. Salut. Ibra passe le week-end chez Marie-Julie et Gastien, la semaine chez Nathalie. Salut madame. Ça va Ibra? C'est tout beau? T'étais chez le coiffeur? Ça va Ibra? Il préfère qu'on ne montre pas son visage par pudeur. Il arrive du Darfour après un voyage de 2 ans. Il a connu Paris, la porte de la Chapelle, les hébergements d'urgence, dont les portes se referment tôt le matin. 7 heures du matin, il fait nuit, il fait froid ici. Mais je connais personne. Il veut rester tout seul dans la rue, c'est pas possible. Il me dit non, c'est comme ça. On en discutait depuis longtemps, mais un matin où je partais travailler sur Nantes, on s'est dit voilà, là on a 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, où on est chez nous, où pour une fois il n'y a pas trop de choses de prévues ou de travail ou autre. C'est le moment d'héberger quelqu'un pour proposer 2 nuits au chaud et de passer le cap. Donc c'était vraiment pour 3 nuits.
Et du coup, les 3 nuits... Qu'est-ce qu'on fait? On leur dépose dans la rue à Nantes, là? se sont transformés en 8 mois. Parce que, ouais, Ah non, tu peux pas... C'était pas possible. Au collectif des hébergeurs solidaires, plusieurs familles peuvent partager la garde d'un jeune. Marie-Julie et Nathalie se connaissaient, et c'est tant mieux. C'est une garde alternée, exactement. C'est-à-dire qu'au moment de l'échange, au moment où on le conduit, où il rejoint l'autre maison, on s'appelle pour donner des nouvelles, pour dire comment ça s'est passé, pour donner les besoins. Je lui ai acheté des baskets, j'ai trouvé un blouson. Après, on parle évidemment de ses papiers, de l'avancement de son dossier, de l'école qui a été la grande question. On est peut-être un peu des mamans poules et on a eu tout de suite envie de découvrir qui il était, d'où il venait, son histoire. Mais du coup, ça a un peu envahi ma vie. Et le fait de l'alterner, la garde avec Marie-Julie, permet de reprendre aussi le cours normal de son travail, de sa famille. Et ça allège un peu la chose. Les échanges avec les autres membres du collectif ont été indispensables pour répondre à toutes les questions, notamment administratives. Pour le reste, nourrir une bouche de plus n'est pas le problème. En revanche, il faut partager une langue et des règles de vie. Fabienne Padovani, la solution, c'est la solidarité ? Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on a développé avec les accueillants solidaires. Ça ressemble beaucoup à ce que vous décrivez. Vous auriez fait un reportage sur des accueillants solidaires. Je pense que vous auriez eu le même type d'échange. Alors, accueillant solidaire, c'est que l'accueillant solidaire, c'est le département du département qui a demandé à des familles de Loire-Atlantique de bien vouloir accueillir des jeunes gens parce que l'accueil dans les hôtels n'était pas une solution. De l'État qui ne remplit pas son rôle, c'est ce que vous dites. Oui. C'est toujours mieux, mais ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui serait bien alors ? C'est quoi la solution pour vous ? Que l'État s'empare du problème ? Que l'Union européenne ? L'Union européenne, monsieur l'a très bien évoqué. L'État français, on est dans un groupe de travail avec une grande réunion qui aura lieu le 16 janvier prochain, où l'État va annoncer ce qu'il envisage de faire par un rapport qui a été commandé par l'IGAS et l'ADF sur l'accueil des migrants et des jeunes migrants sur l'ensemble des départements français. Donc on a une journée de travail. Donc moi j'attends de cette journée des réponses aux annonces qui ont été faites au congrès de l'ADF par le Premier ministre, qui s'est engagé à assumer ou assurer, on ne sait pas trop, l'évaluation. Donc il y a des choses à... Donc que l'État prenne en charge au moins l'évaluation de ces mineurs. Pour faire en sorte que les mineurs soient, comme tout mineur d'ailleurs, sous la responsabilité des départements dans le cadre de la protection de l'enfance, et que, en ce qui concerne l'accueil des jeunes migrants, il y a une prise en charge, effectivement, de ces jeunes sur notre territoire et sur l'ensemble de nos territoires. Faire de l'aménagement du territoire, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la solution, selon vous, Julien Long ? Alors moi, je pense que de toute façon, l'État, quoi qu'il arrive, va continuer à faire en sorte qu'il soit difficile à traverser les frontières. La solution, c'est plus de frontières. Évitons les politiques de frontières, évitons ces distinctions, parce que... Est-ce qu'on peut accueillir tout le monde ? Mais c'est pas même au-delà de tout ça. C'est-à-dire que même au-delà, déjà, regardons aussi dans les quartiers populaires, où il y a des afrodescendants, des personnes qui sont héritières des mouvements migratoires post-coloniaux. Est-ce que leur vie est plus enviable ? Peut-être un peu plus, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des violences policières qui sont sur LE. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui autre chose de plus profond qu'une simple politique publique autour de l'accueil. Il y a une sorte de racisme structurel qui fait qu'on va mettre à l'écart des populations afrodescendantes, qu'on va mettre à l'écart des populations extra-européennes pour finalement le fait qu'elles appartiennent à... Vous dites que notre politique d'intégration n'a pas fonctionné et ne fonctionne encore moins aujourd'hui, c'est ça ? Et je dirais même qu'aujourd'hui, il est difficile pour l'Europe de reconnaître une volonté d'intégration des populations extra-européennes, qu'il y a une sorte de racisme structurel, de racisme d'État, même si ça déplaît beaucoup à certains politiciens d'entendre parler de ça, mais qui est ici sur les politiques migratoires, mais qui se retrouve sur plein d'autres politiques ici. Les politiques migratoires... On est dans un pays qui accueille quand même ces populations-là. Il y a des pays qui ferment complètement leurs frontières. Et comme il y en a d'autres qui en accueillent beaucoup plus. Comme il y en a d'autres qui en accueillent beaucoup plus, comme l'Allemagne. L'Allemagne est un modèle, par exemple, Fabienne Padovani ? L'Allemagne a mis en place un modèle de répartition sur l'ensemble des Länder. Il y a une clé de répartition pour les mineurs. Pour les mineurs non accompagnés qui sont reconnus mineurs, le parquet, l'État a organisé ce qu'on appelle une cellule de réorientation qui permet une répartition de l'ensemble de ces mineurs non accompagnés sur l'ensemble du territoire français.
Et il on faut le fait pour les mineurs non accompagnés. Si on parle de l'hébergement, il faut qu'ils soient hébergés comment ? L'hôtel, on voit bien que c'est une solution vraiment transitoire le temps de l'évaluation. Ensuite, il faut trouver des familles, il faut des centres d'accueil. Comment il faut que ça fonctionne ? Vous qui voyez comment ça se passe depuis plusieurs années. Il manque quelqu'un autour de la table, c'est l'État. C'est vraiment leur responsabilité. Moi, je suis vraiment en attente d'un État français qui assume une réelle politique migratoire. De toute façon, je pense qu'à terme, on n'aura pas le choix. On ne peut pas continuer, monsieur l'a très bien décrit, ces jeunes gens, les bateaux qui arrivent, les difficultés qu'ils peuvent raconter, l'esclavagisme en Libye, le passage à Ceuta. C'est des parcours extrêmement compliqués et difficiles. La plupart de ces jeunes qui arrivent, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, essentiellement la Guinée. Oui. Guinée, Cameroun, Côte d'Ivoire. On est dans des migrations politiques ou économiques ? Moi, j'aime pas ce distinguo entre politique et économique. Quand on habite à Douala au Cameroun, quand la grande majorité des infrastructures appartiennent à M. Bolloré, là c'est économique qui vient de rendre justement difficile. Les deux sont liés. Évidemment, je pense qu'il y a une domination économique qui est tout autant difficile pour une Sauf qu'on n'a pas le même statut quand on arrive ici en France. Et c'est un problème de statut. Parce qu'aujourd'hui, on a retrouvé, là, cette semaine, une famille à la rue, une femme enceinte, un bébé en bas âge. Aujourd'hui, ils sont logés grâce à l'université, grâce au mouvement de solidarité. Des jeunes femmes, une jeune femme enceinte aussi, qui a traversé, qui a 16 ans, qui est également ici. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles, justement, les personnes vont choisir de prendre le chemin de l'exil. Et il faut aujourd'hui prendre en compte que ce n'est jamais uniquement économique, c'est toujours une démarche politique. Vous êtes d'accord, Fabienne Padovani ? 30 secondes, il nous reste. Politique ou économique, j'ai envie de vous dire, peu importe. Par contre, une réelle politique d'accueil globale des migrants et assumée par l'État, oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour parler d'une question difficile. On va suivre ce qui va se passer le 16 janvier. Vous parliez d'une table ronde avec le Premier ministre pour savoir si des décisions, notamment concernant l'évaluation, vont être prises. Tous les présidents de département, de gauche comme de droite, demandent d'ailleurs une évaluation qui soit faite par l'État. La semaine prochaine, Virginie Charbonneau reviendra sur la prise d'otage au tribunal de Nantes. C'était le 19 décembre 1985. 22 ans après, Georges Courtois, l'un des acteurs de cette prise d'otage, sera l'invité de l'émission avec, entre autres, le réalisateur du documentaire de cet événement. Très très bonne semaine politique.